Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et étonnamment, alors que rarement l'actualité de la moto n'a été aussi pauvre, j'ai plein de petites choses à vous raconter ce matin. Ah bah c'est souvent comme ça en fait, hein. C'est quand tu te retrouves dos au mur que tu sors le meilleur de toi-même, tu vois, pour t'en sortir. Voilà, c'est fort, on est fort, tu vois. Et voilà, c'est comme ça. Résultat, donc j'ai cherché dans les tréfonds de l'âme du marché de la moto pour vous trouver des news sympas ou moins sympas d'ailleurs, histoire en tout cas de pas vous laisser en galère. Ce week-end, are you ready? C'est parti. Alors oui, j'avoue, j'ai bien galéré, mais parfois ça te fait du bien quand même, hein, de pas céder à la facilité. Ça t'oblige à être un petit peu plus fort. Je commence par le plus évident, le plus simple peut-être, et puis on finira par le fameux boxeur 8 cylindres en photo sur la miniature de la vidéo, si énigmatique. Le plus simple, c'est donc le très fort probable retour de l'Eliminator sur nos routes, les amis. Ce gentil custom, signé Kawasaki, au nom qui devrait parler, j'imagine, à beaucoup d'entre vous, vient en effet d'être dévoilé au salon de moto d'Osaka, au Japon, en deux versions, la version Eliminator 400 et la SE. Alors oui, je sais, on est loin des 900 et des 1000 qui tentaient de faire de l'ombre au VMAX à l'époque, mais le 400, c'est une cylindrée qui a vraiment la cote au Japon, et de façon générale en Asie, donc c'est pas si surprenant. Elle se voit donc greffer le bicylindre de la Z400, bien sûr, un twin parallèle de 398 cm3, qui développe 48 chevaux et 37 Nm de couple. Parallèle, hein. Je viens dit parallèle cette fois. Ah non mais bon, ça arrive, ouais, ça va quoi, ça arrive. Toute cette ébouriffante cavalerie prend place dans un cadre en acier, il ne vous aura pas échappé que les commandes au pied ne sont pas avancées. Non, mesdames et mesdames, elles sont en position médiane, comme on dit, parce que si l'Eliminator se donne des airs de custom, elle ne tient pas non plus à être trop exclusive et à perdre en fait une clientèle plus roadster dans l'âme. Donc, ceci explique cela. En clair, c'est la requête 3 du pauvre. Pourquoi je dis ça? Parce que d'après Ride Apart, alors elle serait proposée pour l'équivalent de 5400 € en version standard au Japon, hein, et 6000 €, donc toujours équivalent en yens, pour la version SE. Alors, on est donc loin des 25 000 réclamés par Triumph pour la Rocket, qui, certes, ne joue pas non plus dans la même catégorie, je vous l'accorde. Ah bah oui, hein, c'est vrai qu'avec son petit écran LCD, même en version SE, hein, s'il peut afficher le GPS et les caméras avant et arrière, ça n'a pas de quoi rivaliser, quoi. Bon, le problème, c'est qu'en France, c'est pas une cylindrée qui cartonne, donc je me trompe sûrement, hein, mais je pense qu'on a peu de chance de la voir débarquer chez nous. En revanche, et contre toute attente selon moi, la Vulcan S se vend pas mal et n'a pas été renouvelée depuis 2015. Ouais, c'est ça, je vois que le café commence à agiter tes petits neurones embrumés du matin. Eh ouais, on aurait peut-être là un bel aperçu d'une Eliminator 650, que je serais pas surpris. Pire, et c'est là que je deviens fou. À mon avis, là, je deviens fou, vous allez rigoler. Qui dit Eliminator, dit pourquoi pas voir débouler une Dominator. Ah bah écoutez, moi je trouve que ça manque, hein, et franchement ça aurait de la gueule. Et vous imaginez les comparos? La Dominator affronte la Transalp et la Ténéré, à la bien moyenâgeuse. Ah, ce sera pas mal quand même. Bon allez, on arrête de rêver. Faut qu'on parle MP3 les amis. Ah ouais, je sais, la chute est brutale. Mais tu sais ce qu'on dit, hein. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et oui, ça a un rapport, ce que je viens de te dire, avec la suite, puisque Piaggio sera donc en train de bosser sur l'intégration d'un airbag dans son MP3. Avoue que c'est quand même dingue cette petite histoire. Je vous disais la semaine dernière qu'à part Honda, à ma connaissance, personne ne proposait ce type d'airbag. Et pas en la semaine suivante, je tombe sur une info. Tiens, pour la peine, passe pas à côté du bonheur. Abonne-toi, hein. Et puis un petit coup sur la cloche au passage, hein, histoire d'être sûr de ne jamais rater ce genre de moment de grâce youtubesque. Hein, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il a dit la marmotte? Ah oui, c'est ça. Et le like qui va bien. Voilà, c'est ça. Et le like qui va bien. Alors oui, depuis novembre dernier, on pouvait s'en douter, puisque Piaggio a présenté un prototype de MP3 qui arborait un logo airbag. Mais maintenant, ça se précise méchamment, puisqu'un brevet vient d'être demandé. Apparemment, donc, ça aurait été développé avec Autoliv, qui est un spécialiste de l'airbag suédois. Écoutez, honnêtement, vu le centre de gravité hyper bas, l'empattement de camion d'un MP3, c'est sûr qu'à mon avis, t'as toutes les chances de te retrouver avec le tableau de bord incrusté dans les côtes en cas de choc frontal. Donc non, ça va pas basculer. Il y a peu de chance. Hein. Donc voilà. Donc c'est sûr que si ça peut aider à sauver des vies,
C'est pas plus mal, voilà, pour ceux qui aiment les MP3 en tout cas. Tiens, dans la série des brevets, on continue avec BMW qui se travaillerait donc sur l'intégration de caméras dans les rétroviseurs. En l'occurrence, là, ça ressemble beaucoup à ceux d'un K16, hein, enfin, en jugé par le phare. Et non, c'est pas pour servir de dashcam en cas d'accident, mais manifestement, ça permettrait plutôt à BMW d'équiper ses motos de feux à LED matriciels. Qu'est-ce que c'est les feux à LED matriciels? Vous savez, ce sont ces feux à LED qui sont capables de repérer un véhicule qui arrive en face, et donc de couper ou de modifier en tout cas la forme du faisceau lumineux pour éviter d'éblouir le conducteur qui arrive en face. Pas mal, pas mal. 8 000 euros 8 000 euros, ouais, peut-être, je ne sais pas combien coûtera l'option. En tout cas, ce que je sais, c'est que les assureurs vont l'adorer, cette histoire. Ah, c'est sûr. Quoi d'autre? Ah oui, vous vous souvenez, tiens, puisqu'on parle de l'Allemagne, qu'elle a finalement fait machine arrière concernant la fin du véhicule thermique en 2035. Ouais, les éoliennes, tout ça, bon, toujours est-il que, bon, quand d'autres pays chouinaient, l'Europe s'en fichait. Et là, bim, le petit doigt sur la couture, la Commission européenne sera en train donc de proposer une mesure pour autoriser les carburants de synthèse. Et alors, incroyable, voilà qui tombe drôlement bien, dites donc. Justement, les Allemands bossent dessus depuis des années, notamment avec Porsche. Ah, les Français? Non, non, pas les Français, non. Et attendez, vous ne croyez pas si bien dire, parce que vous savez que à la base, c'est un certain Eugène Oudry qui, dans les années 20, a fabriqué de l'essence à partir de charbon. Donc, le premier carburant de synthèse, enfin, charbon lignite. Ça a son importance. Mais bon, en fait, ils ont lâché l'affaire à l'époque parce que ça coûtait vraiment trop cher. Les Allemands aussi s'y sont essayés jusque dans les années 30, puis ils ont abandonné. Ils y sont revenus apparemment, mais ça coûte toujours aussi cher, hein. Ça c'est sûr. Bon, mais là, si vous voulez, comme les Allemands, faut qu'ils se calment sur le gaz, qu'ils ont plus de centrales nucléaires, ils sont remplacés par des éoliennes qui tournent quand elles veulent bien, et surtout donc par des centrales à charbon, en plus des centrales à gaz. Les centrales à charbon parce qu'ils en ont plein du charbon en fait, plein. Ils sont pour du charbon, ouais. Enfin du charbon. Pour être précis, ils ont plein de limites. Ils en ont tellement qu'en 2018, ils étaient les premiers producteurs mondiaux devant la Chine. C'est pas une blague. Et là, vous vous dites, ah ouais, d'accord. Donc en gros, c'est parce qu'ils ont plein de limites qu'ils veulent imposer le carburant de synthèse, les Allemands. Eh ben non, t'as tout faux. Pas du tout. Non, parce qu'en fait, le e-fuel tel qu'on le conçoit aujourd'hui, notamment chez Porsche, c'est en fait de l'hydrogène qui est créé par électrolyse qui... Je simplifie, donc mélangé à du CO2, avouez que ça tombe bien, devient donc du e-méthanol qu'on transforme ensuite en essence sans plomb par un procédé appelé MTG, entendez par là Methanol to Gasoline. Je fais l'intelligent, mais j'ai tout noté. Alors, c'est super énergivore, ça je te rassure. Surtout, alors si tu le fais avec des centrales à charbon, tu peux lui à mort. Donc l'autre solution, c'est d'utiliser une énergie verte, comme on dit. Donc en gros, l'éolien, quoi. Mais là encore, ça demande tellement peu de vent, la petite histoire, parce qu'il faut beaucoup d'énergie, que Porsche a monté une usine à base d'éoliennes, donc, mais au Chili. Il y a plus de vent, il paraît là-bas au Chili. Résultat, on annonce un plein de carburant. Quand même, en hausse de 47% en termes de prix. À 3 euros le litre, quoi. Mais ne croyez pas que le tarif de l'e-fuel ou de l'hydrogène, ça les calme, les industriels. Pas du tout. La preuve avec un exemple qui est beaucoup plus proche de nous, Kawasaki, qui vient donc de donner un nom et un logo à sa gamme de motos à hydrogène ou de véhicules à hydrogène. Elles seront donc regroupées sous la bannière ISE et arboreront cette petite goutte sur deux roues, en guise de logo. Bon, je vais pas revenir sur le bien fondé ou non de l'hydrogène électrique, des e-fuels et autres, etc. Mais quelque chose me dit que même si on n'était finalement pas obligé de passer au tout électrique, la moto pourrait finir par devenir totalement inabordable pour le commun des mortels. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne nouvelle. Pardon, j'ai peut-être un biais cognitif, mais je trouve que c'est pas une bonne nouvelle. En attendant, et pour finir, 2 images volées donc, manifestement celle d'un moteur boxer à 8 cylindres. Alors qui dit boxer dit dans la majorité des cas BMW. Et honnêtement, sur cette photo, comme ça, prise de dos, on pourrait dire que c'est peut-être, pourquoi pas, la photo d'un hypothétique futur, non pas K16, mais K18, pourquoi pas. Mais quand on regarde l'autre cliché, le cadre, lui, fait quand même beaucoup penser à celui d'une Goldwyn. D'où la question posée sur la miniature de la vidéo. C'était pas juste un truc putaclic comme ça de base. Les amis, j'ai la réponse. Et ça, donc, c'est la future Great Wall. Eh oui, c'est ni une BM, ni une Honda, c'est une moto chinoise, les amis, donc Great Wall, qui sera donc équipée d'un 8 cylindres à plat. Et accessoirement, Great Wall n'est pas un constructeur de moto. Non, c'est un constructeur de voitures. Bon, voilà, pour l'instant, alors, on est loin de la commercialisation, comme vous pouvez le voir, mais je vous la montre quand même dans cet état-là, parce que quelque part, ça me fait quand même bien marrer de voir que, alors qu'en Europe, on hésite entre le thermique, le e-fuel, l'hydrogène, l'électrique et tout, il y a un constructeur de voitures chinoises qui bosse sur une moto équipée d'un flat 8 de 2400 cm3, apparemment. Et sur ce, les amis, aloha.
Quoi? On voilà une qui l'emportera pas? Qui ça? Non! Oh non, Achille, non, ça tu peux pas, mais t'es vraiment un monstre! Achille, tu respectes rien, sale bête, va! Et il ne vous aura pas échappé que les commandes au pied ne sont pas avancées. J'ai eu un petit peu de mal, celle-là. Non, les commandes... je vais arriver là.